le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bon jeudi. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlichi Dorelas pour présenter la page internationale, à Jacques Mel pour le grand journal, Chouanel François, Adassa Étienne, Roubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Nous irons à Gaza. Des milliers de Palestiniens ont manifesté à Khan Yunis, sud de Gaza, lors des obsèques d'un chef du djihad islamique tué lors d'une frappe israélienne. Voici un reportage à signer Euronews. Nous irons aux États-Unis. Le président Biden rencontre les chefs de file du Congrès. Voici un reportage à signer CGTN News. Les républicains de la Chambre des représentants menacent d'un défaut de paiement pour la première fois. Ils veulent que le président se mette d'accord sur un plan dans son intégralité qui comprend des coupes. Cela comprend des coupes dans des programmes qui sont incroyablement importants pour la famille américaine. Les républicains menés par le président de la Chambre, Kevin McCarthy, veulent rehausser un peu les coupes budgétaires. Le mois dernier, la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, a adopté le projet de loi qui relèverait la limite de la dette de 31,4 000 milliards de dollars de 1 500 milliards supplémentaires en échange de la limitation des dépenses fédérales au niveau de 2022 et de la réduction de certains programmes populaires chez les démocrates. Il a perdu 97 jours. C'est la raison pour laquelle je suis allé le voir le 1er février. Nous ne voulions pas mettre notre pays dans une telle situation. Les deux partis voient un intérêt politique à s'engager dans des négociations à ce stade. Mais plus nous nous rapprochons de l'échéance du 1er juin, date à laquelle le gouvernement américain pourrait se retrouver en défaut de paiement, plus le risque de réaction politique négative est grand si les contribuables américains doivent payer les conséquences d'un défaut de paiement du gouvernement. Tension au Mali, 6 soldats tués dans une embuscade. Voici un reportage à signer Africa News. Au moins 6 soldats maliens ont été tués dans une embuscade contre un détachement de l'armée près de Bamako, la capitale, en début de semaine. Selon un élu local, cette attaque terroriste aurait également fait 9 blessés. Le Mali traverse une crise politique profonde qui se traduit par des manifestations violentes, des attaques de réseaux terroristes et des violences infligées à la population civile. En 2021, les troupes françaises ont quitté le pays suite à la montée au pouvoir de la junte militaire, laissant un vide qui aurait été comblé par le groupe paramilitaire russe Wagner. 2 prestataires du groupe auraient été tués mardi dans l'explosion accidentelle d'une grenade dans un bar à Ségou, au centre du pays. Le Mali n'est pas le seul pays à avoir rompu ses liens avec la France. La junte au pouvoir au Burkina Faso a également rompu ses liens avec l'ancien allié. D'autres pays de la région du Sahel, comme le Tchad, connaissent aussi une montée de sentiments anti-français au sein de la population. Le gouvernement tchadien aurait signé un accord sur la lutte antiterroriste conjoint avec la Russie en février.
croisade diplomatique, l'ambassadeur Gilad Erdan entendait relater la réalité de la vie des Israéliens. C'est désormais chose faite, avec une pluie de roquettes qui s'est abattue sur le pays en pleine visite d'une délégation d'ambassadeurs de l'ONU. La délégation des ambassadeurs est un effort majeur que je dirige aux Nations Unies. Faire venir des ambassadeurs de l'ONU en Israël est un moyen efficace de montrer le vrai visage du pays. Le groupe d'ambassadeurs de l'ONU arrivé mardi aura donc pu se confronter à une réalité sécuritaire que l'ONU a souvent sous-estimée. Israël accuse régulièrement les Nations Unies de partialité et de ne pas prendre en considération les inquiétudes d'Israël en matière de sécurité. Gilad Erdan a rappelé l'importance de cette visite en cette période de tension dans tout le pays. Précisément à l'époque où les terroristes du djihad islamique palestinien tirent des roquettes sur les citoyens d'Israël, il est particulièrement important que la vision des ambassadeurs des pays de l'ONU déformés se rende compte des menaces subies par les citoyens israéliens. Les ambassadeurs comprendront le caractère meurtrier de nos ennemis et les défis de sécurité auxquels nous sommes confrontés. Les ambassadeurs en visite doivent également rencontrer des hauts responsables israéliens, dont le président Isaac Herzog et le premier ministre Benjamin Netanyahou, ainsi que de hauts responsables militaires. Certains ambassadeurs visiteront même les bases des forces de défense israéliennes, ainsi que le site de défense antimissile d'hommes de fer, et examineront l'un des tunnels terroristes construits par le Hezbollah. Cette visite intervient alors que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait qualifié les morts de civils à Gaza lors de l'opération Bouclier et Flèche d'inacceptables. En 2022, Israël a été condamné à l'ONU plus que tous les autres pays réunis. La résolution de l'Assemblée générale soutenant une enquête de la Cour internationale de justice vient compléter 15 mesures anti-israéliennes contre 13 pour le reste du monde. La Russie a été au centre de 6 résolutions condamnant l'invasion de l'Ukraine. La Corée du Nord, l'Afghanistan, le Myanmar, la Syrie, l'Iran et les États-Unis ont été visés par une seule résolution chacun. Xavier Moreau s'exprimait sur la RT. Aujourd'hui encore, les bandéristes politiques ne se considèrent pas dans le camp des vainqueurs de 1945. Écoutons un extrait. Pour discuter de ce déplacement du jour de la victoire en Ukraine du 9 au 8 mai, désormais appelée Journée du souvenir et de la victoire sur le nazisme, écoutons les propos de notre invité Xavier Moreau, analyste politique, qui nous entretient du sens de cette journée. Il faut voir que Vladimir Zelensky et surtout les forces sur lesquelles s'appuie Vladimir Zelensky, c'est-à-dire le bandérisme politique, j'appellerais ça, ne se considèrent pas dans le camp des vainqueurs en 1945. On a vu d'ailleurs le général Zaloujny, qui est le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, célébrer, se faire prendre en photo avec le portrait de Stepan Bandera derrière lui au mois de janvier 2023. Donc en fait, Vladimir Zelensky, comme les gens qui l'entourent, considèrent que 1945 est une défaite pour le régime ukrainien tel qu'il est aujourd'hui. Donc évidemment, ils ne vont pas célébrer cette défaite. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas non plus ouvertement dire qu'ils considèrent ça comme une défaite. Donc l'idée, c'est de décaler du 9 mai, puisque le 9 mai est la date qui est commémorative pour la Russie à cause du décalage horaire. En fait, le traité fut signé le 9 mai 1945 par la reddition de l'armée allemande fut signée le 9 mai 1945 par l'armée allemande à Berlin, tandis qu'elle était signée à l'ouest le 8 mai. Donc c'est purement symbolique, mais au-delà de ce symbole, encore une fois, il faut bien comprendre que les forces qui dirigent l'Ukraine aujourd'hui ont perdu en 1945 et il y a toute une partie de revanche qui est dans la tête du général Zaloujny qui commande l'armée ukrainienne et bien sûr de toutes ces unités, de tous ces bataillons de représailles qui sont apparus depuis 2014. En soi, il n'y a pas de différence. Sur la célébration en elle-même, je pense qu'elle pose un problème à l'Ouest, à l'Europe de l'Ouest, qu'elle ne pose pas en Russie. Pourquoi ? Bien parce que l'Europe de l'Ouest, qui célèbre en fait ? Vous avez l'Allemagne. L'Allemagne a malgré tout a perdu la guerre, donc ça pose un problème. Et du côté français, par exemple, ou du côté italien, le comportement des gouvernements en France et en Italie a été loin d'être exemplaire. Et notamment Pierre Laval, Marcel Déat, qui sont les deux grands collaborationnistes du côté français, viennent de la famille socialiste, viennent de la famille, on va dire, de la gauche française. Donc évidemment que pour François Hollande à l'époque, quand il n'est pas venu aux 70 ans, pour Emmanuel Macron, qui a été son ministre, qui viennent de la même, je dirais, famille politique, c'est toujours gênant le 8 mai est une fête gênante, en fait, pour une bonne partie des élites françaises, allemandes, italiennes aujourd'hui.
C'est le terminus de la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce jeudi. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Erlich Dorela sur Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps pour aujourd'hui, température estivalière, même quand c'est encore le printemps. 81 degrés Fahrenheit à Boston, ça donne 27 degrés Celsius, 89 degrés Fahrenheit à Jacmel, 32 degrés Celsius, voilà, 81 Fahrenheit à Boston, ah oui, 89 à Jacmel. Bonsoir Joannel, bonsoir à Saint-Étienne, bonsoir aux Bans, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel, passez un excellent jeudi, bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.